Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent 1001 questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode solo en lien avec une question qui m'est très souvent posée à partir du moment où j'ai découvert mon haut potentiel. Les gens me demandent, mais est-ce que ça t'a permis de développer ton potentiel, de t'épanouir, etc. La réponse, elle est clairement oui. Par contre, ce qui est important pour moi, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast, c'est de réaliser qu'il y a un travail de fond et que c'est pas juste un coup de baguette magique, je suis au potentiel et yeah, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Ça a été une période importante pour moi, mais il y a eu toute la période avant, il y a eu toute mon histoire de vie que je vais par petits morceaux bien entendu vous partager dans une certaine mesure. Là où j'étais à certains moments, parce que je pense que c'est important aussi que vous puissiez voir que moi aussi je suis passée par toute une série d'étapes de développement, que je viens peut-être même de loin, que tout n'a pas toujours été rose, et mon intention c'est de vous montrer que tout ça est un chemin, on ne le fait pas à la même vitesse, on part pas du même endroit, qu'il y a des histoires de vie qui sont plus complexes, plus lourdes que d'autres, mais qu'il y a aussi de la résilience qui peut nous accompagner au milieu de ce chemin, ça a été beaucoup mon cas. Il y a eu des prises de conscience tout au long de ce chemin-là, et c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager, pour que vous puissiez voir que d'une part, peut-être que l'image que je montre ou que vous faites de moi, pas une image... alors celle que je montre, j'espère qu'elle n'est pas lisse. Celle que vous faites, j'ai pas forcément le contrôle là-dessus. Ça vous appartient. Mais j'ai envie de démystifier ça. Entre autres parce que je trouve, à titre personnel, les personnes qui m'ont inspirée ont été des personnes qui ont justement eu cette capacité de pouvoir montrer toutes les faces d'elles, de pouvoir montrer qu'il y a un chemin, de pouvoir montrer que c'est possible, de pouvoir montrer que oui, il y a des jours avec et que oui, il y a des jours sans. Moi, hier, c'était un jour sans, mais vraiment. Surtout en fin de journée. Rien passé de très spécifique, mais j'avais pas le moral, quoi. Bah voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas simple. Je peux broyer du noir, ça peut être complexe pour moi aussi. Même si aujourd'hui, j'ai évidemment des ressources auxquelles je sais me connecter, que je n'avais pas il y a quelques années. Et que ça me permet évidemment de rebondir beaucoup plus vite. Je savais que valait mieux que j'aille dormir, prendre un bon bain avant d'aller dormir, me délasser, que mettre de la bonne musique, ça allait m'aider. J'avais même pas envie hier, mais qu'une bonne nuit pourrait probablement m'aider. C'est vrai que ce matin, quand je me suis levée, je me sentais beaucoup plus en forme et j'ai redémarré. Aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, c'est la vie. Simplement, il n'y a pas à se dire... encore elle, parce que j'entends souvent ça. Vous savez, moi, il y a une époque à laquelle je pensais que tous les psys avaient résolu tous leurs problèmes dans la vie. Et je sais qu'il y a encore des tas de personnes qui pensent ça. Aujourd'hui, ça me fait bien sourire parce que je ne pense pas que les accompagnants soient nécessairement plus loin que d'autres personnes, parfois moins. Voilà, il n'y a pas ni plus ni moins, je dirais. Mais on est tous en chemin, on est tous en travail, on est tous en moment d'évolution dans cette grande vie, dans cette grande aventure humaine, et je trouve que c'est tellement important de pouvoir reconnecter à soi et de se l'autoriser, d'être dans cette observation. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors moi je suis comme tous les hypersensibles, vous savez que l'hypersensibilité est un trait de caractère. Donc quand on ne devient pas hypersensible, on est hypersensible.
et il y a des traits de caractère, des caractéristiques qui nous sont associés, si je peux dire, en tant qu'hypersensibles. Chez moi, il y avait déjà enfant ce côté éponge. Alors à la fois dans le bon sens du terme ou pas, parce que j'ai aussi une maman qui est hypersensible, et donc il y a eu toute une série de choses assez complexes dans ma vie d'enfant, enfin, en particulier pour mes parents par rapport à notre fratrie, et je sais que j'ai ressenti très très tôt la douleur de maman par rapport à sa famille, par rapport à des choses qui se sont passées. Je l'ai ressenti très très vite étant petite. Alors j'en avais pas conscience à cette époque-là, mais par la suite, quand je l'ai travaillé dans des espaces thérapeutiques, j'ai pu mesurer combien cette empathie, ce côté éponge m'avait transmis des messages parfois contraignants, des croyances limitantes, et en tout cas combien ça a pu m'impacter. Alors ça dans le sens plus complexe, mais également souvent on me dit que je scanne très vite les gens, et quand j'étais enfant c'était déjà le cas. Je scannais mes petites amies, mes petits amis, pas parce que, enfin, comme un enfant, hein, ça n'a rien de négatif, et je ne voulais absolument pas utiliser ça à des fins quelconques. C'est juste que pour moi c'était une évidence. On lisait dans les gens comme comme on lit une bande dessinée, un livre, ou voilà. J'étais déjà très connectée à la nature, je ressentais déjà beaucoup de choses, mais je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi. Donc ça c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. Alors, ça voulait par contre pas dire que ces éléments-là étaient quelque chose qui était expliqué ou accueilli dans ma famille. Pourquoi? Parce que, pour toute une série de raisons, même si j'ai une maman très sensible, c'est pas les choses qui faisaient partie de ce qu'on abordait à la maison, c'est pas les choses qui étaient nécessairement entendables. Il y avait beaucoup de rationnel, beaucoup de conventions dans ma famille, parce que voilà, c'est comme ça, hein, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Bon, moi je suis née en 1966, donc j'ai aujourd'hui 56 ans, donc c'est vrai que enfant, c'était une époque qui ressemble en rien à aujourd'hui, évidemment. Hein. Entre autres, on disait aux mamans que, en tout cas c'était le cas, parce que j'en ai parlé avec la mienne plus tard, que on donnait à manger aux enfants toutes les 4 heures, et que entre-temps on les laissait pleurer, par exemple. Okay. Donc, moi, j'ai appris à être sage quand j'étais enfant. En l'occurrence aussi parce que mes parents avaient un restaurant et qu'il y avait quelque chose dans ma famille qui faisait qu'on devait être bien comme il faut. Hein, j'en parle régulièrement. Et donc, j'étais habillée, j'ai pas pu porter de jeans avant mes 18 ans. Je n'ai pas eu l'autorisation dans ma famille de porter de jeans parce que ça ne se faisait pas dans ma famille. Moi, je voyais toutes mes copines plus tard qui portaient des jeans à franges, des trous, c'était pas trop à l'époque, là, pas trop à la mode, mais moi je pouvais pas. C'était pas autorisé. Même chose, les t-shirts. C'était peut-être pas 18 ans, mais il a fallu longtemps avant que je puisse avoir un t-shirt. Avant, on mettait des chemisiers avec des collerettes, des petites chaussures en vernis, des choses comme ça. Et donc, j'ai été éduquée dans cette croyance que c'était bien pour moi, et que mes parents avaient raison, hein, on remet pas en question ses parents quand on est enfant. Je les remets pas en question non plus aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, hein, on est bien d'accord sur ça. Mais j'ai très très vite appris à être une petite fille sage et à faire ce qu'on me disait parce que je pensais que c'était ça qui faisait que j'allais être acceptée ou accueillie. Donc voilà, ça a été ma petite enfance, ça a été mon enfance aussi, même si alors moi, je dis toujours que j'ai eu cette chance, je pense que j'en ai déjà parlé, parce que pour moi c'est une vraie chance, que mes parents n'avaient pas le temps. Et la chance derrière ça, j'aurais peut-être eu une autre chance si mes parents avaient eu le temps, hein, mais comme ils travaillaient énormément, et vous remarquez que d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je bosse beaucoup, donc j'ai eu un bon modèle, hein, et c'est pas anodin non plus. Mes parents avaient un restaurant, et donc ils me laissaient toucher à beaucoup de choses. Du moment que j'étais sage et que je m'occupais. Donc moi j'ai très très vite demandé pour avoir des livres qu'on m'achetait, où j'avais un abonnement à la bibliothèque. J'étais très très touche à touche déjà. J'avais
j'ai fait beaucoup de trucs artistiques comme des émaux, je faisais des bijoux, j'avais des kits de maquillage, je pouvais faire des déguisements. Mon grand-père maternel était pâtissier, donc je faisais de la pâtisserie avec lui. Mon grand-père aussi était très très manuel, et donc on faisait des décos de Noël en frigolite, des décos de Pâques et des choses comme ça. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'exprimer de cette manière-là. Et également, quand j'étais enfant, très rapidement, j'ai demandé pour faire de la danse classique. Et pour moi, j'ai souvent dit que c'était quelque chose qui m'avait sauvée, parce que ça m'a permis de, si pas réguler, en tout cas canaliser mes émotions, et si peut-être les réguler aussi, parce que j'ai beaucoup dansé mes émotions, même si je ne le savais pas à l'époque. Et ça a été une partie vraiment importante. Donc vous voyez, dans tout parcours de vie, il y a un petit peu des deux. Moi, j'ai eu un frère qui a été très malade quand il y a 4 ans de différence. Il a été très malade quand il était petit, donc on s'occupait beaucoup de mon frère. Et moi, j'ai développé une forme d'autonomie qui n'était pas forcément simple pour l'enfant que j'étais, mais qui aujourd'hui me sert beaucoup. Et donc ça, c'est peut-être un message que j'ai envie de faire passer aussi. C'est parfois on voit les blessures, les choses qui ont été compliquées, qu'on n'a pas reçues. Évidemment, j'aurais voulu avoir plus d'attention de mes parents que je n'ai pas eu, très clairement. Mais en même temps, ça m'a permis aujourd'hui de développer toute une série d'éléments comme l'autonomie, l'empathie. Voilà, elle a fait partie de ma vie, elle est toujours là, hein, et c'est loin d'être anodin. J'ai grandi toute seule, j'ai appris à m'occuper seule, et ça, c'est quand même loin d'être anodin. Hein. Donc il y a derrière tout ça des points positifs également. Alors quand je dois dire que la partie enfance, école primaire, comme on dit chez nous, c'est relativement bien déroulé. J'étais très entourée. Comme mes parents avaient la place pour fêter des anniversaires et toute l'infrastructure, hein, il y avait une pâtisserie, un restaurant chez moi, donc j'ai pu faire beaucoup de fêtes. Ça fait vraiment partie des chouettes moments de mon enfance, même de mon adolescence, parce que moi, depuis mes 4 ans, on faisait des fêtes d'anniversaire, et j'ai continué ça jusqu'à mes 18 ans, voire même un petit peu plus tard. Donc ça fait partie des chouettes moments. Par contre, ce qui a été beaucoup moins simple, c'est déjà dès mon entrée au lycée. Pour moi, c'était une perte de repère. Hein. J'étais dans une petite école avec des profs assez bienveillants, des instituteurs assez bienveillants. Je me suis retrouvée dans une grande structure, puisque j'ai été dans le lycée le plus grand de ma région. Ça a été assez complexe, entre autres, parce que en termes de suradaptation, j'ai suivi mes copines. Et donc, en suivant mes copines, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvée dans une section maths et sciences, forte, en l'occurrence parce que y a 2 choses, hein. J'ai suivi mes copines parce que il y avait déjà ce côté attachement qui était important pour moi, et en même temps on me disait que j'étais capable et qu'avec ça je pourrais tout faire après. Ça, c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui, malheureusement, et ça n'a pas tenu compte de ma sensibilité, de mon appétence pour l'écriture. Aujourd'hui, quand on regarde, moi, les maths et les sciences, j'en étais tellement dégoûtée que c'était que j'en ai vraiment plus fait par la suite. Donc pour moi, l'école, ça a été compliqué parce que j'étais pas dans les bonnes matières, compliqué parce que je ne retrouvais pas l'empathie que j'ai pu avoir précédemment auprès de mes profs, compliqué parce que j'étais dans une école où ma marraine était prof, que j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais en tout cas avec certains profs c'est une certitude, j'ai vraiment eu des profs qui ont été encore plus durs avec moi, comme s'il fallait que je fasse mes preuves, qui me disaient que j'étais intelligente. Ça c'est le coup classique, hein, mais moi je comprenais pas forcément pourquoi il fallait faire telle ou telle chose, et je n'ai jamais été quelqu'un qui fonctionnait bien quand on me pique. Je suis quelqu'un qui a besoin d'encouragement, et c'était déjà le cas à l'époque. Il y a ça, et puis j'ai grandi aussi dans un milieu assez favorisé, puisque mes parents bossaient énormément, et en même temps ça m'a été reproché dans le milieu scolaire dans lequel j'étais, que mes parents avaient facile, machin, etc. Et ça a été vraiment de l'injustice vécue pour moi. Et ça a été très douloureux. Je vous donne un exemple. Il y a régulièrement, on m'a dit, oui, mais toi,
tes parents t'offrent telle et telle chose, alors qu'en plus, mes parents étaient très stricts sur ce qu'ils payaient ou ce qu'ils ne payaient pas, et tant mieux, parce que ça aussi, ça m'a appris plein de choses, même si ça n'a pas toujours été simple, mais mes parents donnaient une image à certains élèves qui leur faisaient penser que moi j'avais tout avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, alors que c'est pas du tout comme ça que je le vivais. Et ça a donné lieu, aujourd'hui je peux mettre le mot harcèlement là-dessus, parce que il y a vraiment quelque chose avec ça qui est revenu de manière récurrente dans un endroit où dans un milieu dans lequel je ne me sentais pas à l'aise, dans un environnement plutôt dans lequel je ne me sentais pas à l'aise, des cours qui ne me parlaient pas, qui ne me motivaient pas du tout, je devais étudier des choses qui étaient complexes pour moi, je me sentais pas encouragée. C'est l'aperçu que j'en ai aujourd'hui, c'est le sentiment qui m'est resté. Ça veut pas dire que c'était nécessairement l'intention des profs, nécessairement une intention malveillante des élèves, mais néanmoins, moi, aller à l'école, que c'était dur. Alors, je me suis retrouvée aussi dans une classe, en tout cas les dernières années, d'élèves assez brillantes. Aujourd'hui, je me rends compte que une bonne majorité d'entre elles sont concernées par le haut potentiel. Par contre, plutôt le style maths ingénieur, là, qui n'est pas du tout mon truc. Et donc je me sentais encore plus nulle au milieu de c'est pas parce que j'étais avec d'autres potentiellement haut potentiel surdoués que c'était nécessairement facile. Moi je faisais tout pour longer les murs. C'est aussi au moment où on a découvert mon problème du oui, puisqu'on disait toujours avant que j'étais distraite, et donc ça faisait un décalage de plus. J'arrivais pas à mettre les mots là-dessus, mais c'était vraiment vraiment pénible pour moi. Ce qui, et comme je le disais tout à l'heure, m'a probablement donné une bonne bouffée d'oxygène, peut-être même sauvée. Je pense l'avoir déjà partagé, mais moi j'ai régulièrement pensé au suicide quand j'étais adolescente. Ça veut pas dire que j'ai été loin. Ça venait, ça partait, et ça peut être important peut-être pour les parents qui sont stressés par rapport à ça, qui entendent leurs ados qui en parlent. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas que c'est toujours comme ça. J'en parlais, je lisais déjà des bouquins sur la vie après la mort, mais ça n'a pas été plus loin en ce qui me concernait. Par contre, je me suis donnée à fond dans la danse. C'est amusant parce que j'avais 7 heures de maths par semaine, 7 heures de calvaire, et j'avais aussi 7 heures de danse. Maman me conduisait à différents cours. Moi, j'étais presque chaque jour, en fin de journée, je faisais un cours de danse, y compris le week-end, parce que c'est ça qui me permettait de me détacher, de décompresser de tout ce que je vivais, parce que c'était une pression énorme pour moi, et la danse c'était ma vie à l'époque, c'était le seul truc auquel j'arrivais à me raccrocher. Certaines de mes copines aussi, mais la danse c'était vraiment quelque chose de génial. Et je pense, à l'époque, je crois que j'étais pas très loin de l'anorexie. Ça n'a pas été diagnostiqué comme tel, mais quand je lis aujourd'hui, quand j'ai refait ma formation en psychothérapie il y a quelques années, et qu'on a abordé cette thématique-là, je me rends compte que je ressemblais très très fort à ça quand j'étais ado. Et je pense que la danse, dans un premier temps, m'a aidé à canaliser ça, et dans un deuxième temps, l'étape suivante, ça a été un premier pas vers une version authentique de moi-même. Ça a été mon départ aux États-Unis, dans une famille d'accueil. Alors, ça c'était un choix, c'était une demande, c'est assez rare à l'époque. Mais alors je sortais aussi d'une panne d'amour. Je sais pas si j'en sortais, j'étais peut-être en plein dedans. C'était compliqué pour moi. J'avais un amoureux, mais qui regardait les autres filles, qui voulait pas que je parte aux États-Unis. Et je pense que j'ai eu l'intelligence d'un point de vue émotionnel de prendre de la distance à l'époque pour 2 raisons. Pour m'éloigner de cette situation complexe pour moi. Et également parce que je me rappelle, pourtant j'ai décidé à 17 ans de partir, mais je me rappelle que je disais déjà que je voulais aller aux États-Unis, en l'occurrence parce que là-bas personne ne me connaissait. Alors j'étais pas célèbre à l'époque, pour peu que je sais pas si on peut considérer que je suis célèbre aujourd'hui, mais c'est sûr que j'ai une certaine notoriété. Par contre, mes parents avaient un restaurant, et j'avais une maman qui expliquait toute ma vie à tout le monde. Et mes parents avaient un restaurant assez connu. Et donc en fait, moi, quand on me croisait, j'étais plutôt mademoiselle du nom du restaurant et la fille de mes parents que moi-même. Et ça, j'en avais déjà excessivement confiance, et c'était excessivement complexe pour moi.
et j'utilise bien le mot excessif, c'est terriblement compliqué pour moi. Et donc, le fait de partir aux États-Unis, c'était ça aussi, plus le fait que j'aimais déjà voyager, que mes parents n'aimaient pas voyager. Donc, pour moi, waouh, les États-Unis, on me disait qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, que moi, les langues, ça me saoulait, mais que par contre, aller aux États-Unis, je voulais bien faire l'effort et apprendre l'anglais. Donc voilà. Et le premier déclic qui s'est vraiment fait là, c'est de me rendre compte que j'étais dans une famille d'accueil qui a vraiment été soutenante, qui a vraiment été à l'écoute de qui j'étais, qui me valorisait. Pour eux, le côté émotionnel était beaucoup plus présent, assez complémentaire, pour ne pas dire, alors opposé mais complémentaire à ma famille. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, mais ça a vraiment été pour moi une année géniale parce que en plus l'école, je me suis retrouvée dans une école d'art dramatique, comme par hasard. C'est pas ce que j'avais demandé, hein, mais ça a été génial. J'ai fait du théâtre, j'ai eu un prof de théâtre absolument génial qui m'a encouragée. J'ai appris cette nouvelle langue, que j'avais des copains aussi atypiques que moi, mais juste atypiques, peut-être pas concernés par la haute sensibilité et le haut potentiel, mais atypiques. Pourquoi? Parce que ils venaient d'autres pays, d'autres nationalités, donc on est tous différents, et ça m'a fait énormément de bien, de pouvoir me retrouver au sein d'une communauté de jeunes, d'une communauté plus large, d'artistes aussi, hein, dans cette école, hein, d'élèves qui allaient apprendre le théâtre et des choses comme ça, le chant, les arts dramatiques, ça me correspondait tout à fait. Je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau, et c'était une année fabuleuse. Moi, j'ai absolument pas souvenir que ça ait été compliqué. Hein. Quand je compare ma belle-fille qui est partie il y a quelques années, pour qui ça a été émotionnellement, waouh, on n'est pas du même sang, mais par contre, on a la même hypersensibilité. Moi, j'ai vécu à l'époque cette distance comme quelque chose qui m'a pratiquement sauvée. Alors le retour, par contre, ça a été nettement plus compliqué parce que je suis revenue, alors changée, transformée. Ça a été une de mes premières transformations, si je peux dire. On en a plusieurs dans la vie, hein. On en parle dans l'épisode sur la désintégration positive de Dabrowski, hein, où il y a comme ça des périodes où il y a quelque chose qui se passe en termes de transformation, hein, et c'est important. Quand je suis rentrée, je me suis retrouvée dans le même environnement. L'environnement, il n'avait pas changé, mais moi, j'avais beaucoup changé. Et ça a été une sacrée claque. Ça a été une sacrée claque, d'ailleurs, parce que la première année, je savais toujours pas ce que je voulais faire comme étude. Je me suis mise beaucoup de pression. La différence entre l'ambiance, cet environnement chaleureux où on me disait que je faisais tout bien et que je pouvais m'exprimer artistiquement, je voyais mes copains quand je voulais, ou presque, ma famille d'accueil me faisait confiance, ma famille belge me faisait confiance, mes parents me font confiance, mais par contre je me suis retrouvée dans une dynamique de cursus. J'ai fait un gradué en assurance à l'époque. Ne me demandez même pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, je sais, parce que c'était les études que papa trouvait qui étaient intéressantes avec des débouchés, mais c'était la seule raison. Et donc, ça a été vraiment très très complexe pour moi. J'ai changé d'études, il a fallu négocier avec mes parents. Ça a atteint mon estime de moi. J'ai repris des études qui me correspondaient beaucoup plus, des études en communication où on pouvait faire beaucoup de stages, et là ça a vraiment été quelque chose, une période de nouveau chouette, hein, où il y avait ces stages, etc. Mais de nouveau, je me sentais très à part par rapport aux autres élèves, à part quelques-uns qui sont toujours des amis d'ailleurs plus de 30 ans plus tard, mais c'était quand même un tout petit comité, je dirais. Alors, jusque-là, il y a, oui, l'adolescence compliquée, on est jeune adulte, on doit poser des choix, rien d'excessivement dramatique, hein, même si par la suite, ça m'appartient, mais je me suis rendu compte qu'il y a eu des choses dans ma vie dont je n'avais plus conscience qui l'ont été, sur lesquelles j'ai mis un bon couvercle, hein. Ça fait partie de la vie aussi au niveau trauma, mais je me rendais pas compte que je vivais des choses complexes, enfin que je vivais des choses pas forcément adéquates. Alors je nomme ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous dis, parce que on a tous, quand on est enfant, adolescent, l'impression qu'on a la famille parfaite. Alors, il y a un moment, ça switch, hein. Moi, il a fallu assez longtemps pour que je me rende compte que les repères
de ma famille n'étaient pas forcément les repères auxquels moi j'avais envie d'adhérer, sans jugement, et que des choses qui se sont passées en dehors de ma famille, dans ma vie, etc., n'étaient pas forcément des choses adéquates. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de choses qui sont, quand on parle par exemple du mouvement MeToo, moi je suis née à une époque où il y avait sur les classeurs, on mettait les photos de David Hamilton, et donc j'ai grandi dans un contexte où les choses n'étaient pas aussi cadrées et nommées qu'aujourd'hui aussi. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce que j'ai vécu dans ma vie, le contexte dans lequel j'ai grandi, c'est pas bien, c'est pas mal, je veux pas dire qu'il y a eu des choses complexes ou pas complexes, c'est juste que je suis en train de vous parler du contexte dans lequel j'ai grandi, parce que ça a eu une influence par la suite, évidemment, ok, parce que je me suis construite là-dessus. Et puis, quand j'ai fait mes études, j'ai fait beaucoup de stages. Dans un de mes stages, j'ai rencontré mon futur mari. Donc moi, je me suis fiancée très jeune, j'avais 21 ans, précoce sur tous les points. Au grand étonnement de toute une série de personnes, mais voilà. Et moi, j'étais excessivement naïve à ce moment-là. Je me suis mariée très rapidement, puisque je me suis mariée, j'avais 23 ans, et j'ai divorcé à 23 ans. 6 mois plus tard, pour être tout à fait au clair. Et je parle de ça, voilà, ça fait partie de mon chemin de vie aussi, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très complexe. J'ai fait le choix de divorcer parce que j'ai vécu certains aspects de mon mariage comme quelque chose de l'ordre d'une très très grande trahison, avec une non-reconnaissance de mon mari à l'époque de ce qui se passait, et c'était juste pas possible pour moi. Ok, sans rentrer dans les détails, puisqu'une fois de plus, ils m'appartiennent, ils font partie de mon intimité. Et ce divorce que j'ai porté relativement seul, parce que quand même à 23 ans, j'ai dû faire des démarches. On pouvait pas divorcer avant 2 ans à l'époque. Mais j'ai fait les démarches, j'ai fait mon choix, j'ai pas été influencée. Mais pendant pas mal d'années, j'ai une image de moi qui s'en est très très fortement ressentie. Je me suis vraiment renfermée en fait. Je faisais plus. Il y avait eu une telle trahison que je faisais plus du tout confiance. Je dis souvent que je me suis refermée comme une huître. Et quand on se referme, et dans des cas comme ceux-là, eh bien, on peut avoir des réactions, alors oui, refermées, mais aussi des comportements qui vont tenter de masquer le mal-être intérieur. Et chez moi, c'était une ultra exigence, parce qu'il y avait une insécurité incroyable. Émotionnellement, j'ai mis un couvercle. La grande sensible que j'étais a ravalé pas mal d'émotions. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché un job. À ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai été engagée dans une belle entreprise, chez Christophe. Mon boss de l'époque avait très très bien compris qu'il engageait une jeune divorcée et qu'il allait avoir la paix sur l'aspect il y aurait pas de bébé rapidement, que j'avais besoin de compenser. Il avait très très bien capté. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc je me suis vraiment mise beaucoup de pression, entre autres parce que j'ai commencé à grimper les échelons, on m'a donné de plus en plus de responsabilités, c'était très très chouette, je me suis beaucoup éclatée dans cet aspect-là des choses, mais j'ai commencé à travailler avec une équipe et j'ai très très rapidement été responsable d'équipe. Je devais avoir 26 ou 27 ans à l'époque, même pas. Recrutée à 23 ans, et donc, à 25, à 24-25, j'ai été responsable d'équipe, puis d'une bonne dizaine de personnes, pas du tout équipée, parce que, à l'époque, on tenait même pas de cours de management, j'avais pas un boss qui était le ponteur, ce genre de choses, lui, le côté relationnel, c'était pas trop son truc, donc c'est pas ça qui m'a appris, il m'a appris des tas d'autres choses, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur cet aspect-là des choses, mais pas être en relation, pas à donner des feedbacks, pas à motiver, pas à assumer un leadership. Alors je pense qu'il y avait quelque chose d'assez naturel chez moi, mais en même temps qui venait casser une autre part de moi qui venait casser, parce que j'ai grandi moi dans une famille qui me disait tout ce qui n'allait pas, donc moi je faisais la même chose avec les autres, et donc je me suis très très vite pris des retours de manivelle,
Et moi qui pensais tout faire parfaitement, ou qui essayais de faire parfaitement, j'allais au bureau le week-end, d'ailleurs mon boss était là le samedi aussi, et on bossait, on faisait des réunions le samedi, quoi. Pas d'obligation, mais moi j'étais contente. Mais je me suis mise une pression vraiment incroyable. Et donc à un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais pas tenir, que j'allais pas pouvoir continuer sur cet aspect-là des choses. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ça a été mon premier contact avec la thérapie à 25 ans. J'ai vraiment pris cette responsabilité d'aller voir quelqu'un et de commencer à dénouer tout ça. Et je dis souvent que c'est un des premiers lieux où j'ai pu être entendue sans me sentir jugée. Et ça, c'est vraiment important. Je peux mettre en avant aussi que j'y ai travaillé un vrai trouble anxieux. Vraiment. C'est une ancienne très très grande anxieuse, moi, masquée par une suractivité. Déjà ado, je dansais 7 heures par semaine, je faisais plein d'activités avec mes copines, je tenais pas en place. Je sais qu'avec mes colocataires, quand j'étais étudiante, il y en a une en particulier qui me disait tu me donnes le tournis. Je savais pas m'asseoir. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en thérapie, m'asseoir et même 2 secondes et ne rien faire, ça n'était pas possible. C'est tout à fait possible aujourd'hui, même si c'est pas ma nature profonde, mais j'ai appris, et puis surtout je mesure combien ça me fait du bien. J'ai accueilli ma haute sensibilité, j'ai accepté à être touchée. Ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes me partagent. Moi, c'était juste même pas possible qu'on mette un doigt sur moi. Quelqu'un qui me bousculait, etc., j'étais prête à lui mettre une gifle. Alors, c'était à la fois parce que j'accueillais pas ma haute sensibilité, parce qu'il y avait un rapport à l'intimité, au toucher très complexe pour moi, parce que pour moi, c'était qu'on rentrait dans la bulle, ça faisait presque de l'abus. C'était plein de choses et c'était aussi tout mon mal-être qui se plaçait là-dedans. Et donc c'était excessivement compliqué. Et aujourd'hui, même si pour moi quelqu'un qui va rentrer dans ma bulle, c'est toujours pas simple. Alors, j'ai besoin d'être dans le respect quand on rentre dans ma bulle et j'ai besoin d'autoriser l'autre à rentrer dans ma bulle. Mais à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. Et alors, l'ultra-perfectionnisme, oh là 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 là. Et même chose, le perfectionnisme, il me sert aujourd'hui, même si je m'en suis détachée, parce que il peut être vu positivement, mais là, ce n'était que du perfectionnisme. Et donc, quand on est dans l'ultra-perfectionnisme, qu'est-ce qu'on fait? On devient vraiment très très rigide. Et quand on est très rigide, moi, ça se traduisait par, je ne recevais personne chez moi, sauf si c'était bien en ordre. Et chez moi, c'était un musée. Donc, en fait, je recevais pas grand monde puisque je travaillais beaucoup. Et quand je recevais, c'était, je travaillais chez Christophe dans l'argenterie, donc avec des trucs en argenterie, machin. Qu'est-ce que j'ai envoyé bouler tout ça aujourd'hui. Moi, je redonne cet exemple. Cet été, pendant mes vacances, je suis restée à la maison et donc j'en ai profité pour revoir pas mal d'amis que j'avais plus vus depuis longtemps. Et en fait, les premiers jours, j'étais tellement fatiguée que j'avais pas envie de ranger. J'avais déjà invité quelques personnes et elles sont arrivées dans le brol. Je dis, regarde pas le désordre, mais on est là pour être ensemble. Donc vous voyez que tout est possible. Alors c'est sûr que ça m'a pris quelques années, mais je l'ai travaillé. Et puis je pense qu'une de mes plus grandes prises de conscience de l'époque, c'était que blâmer l'autre, parce que qu'est-ce que c'est que j'en ai voulu à mon ex-mari pour tout ce qu'il m'avait fait. Et en fait, mon ex-mari était mon ex-mari, il avait des comportements que je n'ai pas identifiés, que j'aurais pu voir, ça c'est une autre histoire. Et voilà, ça fait partie de mon histoire de vie. Je peux le remercier d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé la thérapie. Mais le blâmer Louis ou d'autres personnes ou d'autres circonstances, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, ça a vraiment été une grosse prise de conscience pour moi que c'est pas ça qui allait me permettre d'aller mieux. Et que par contre, travailler les blessures qui me faisaient réagir et qui ont fait que je n'ai pas vu certaines choses, que je me suis engagée dans une relation qui était peut-être pas juste pour moi, ça a été vraiment une grande étape. Mais peut-être qu'il fallait que je passe par cette étape-là pour m'en rendre compte. Alors, ça a été tout un chemin. Moi, je dis, j'ai commencé la thérapie à 25 ans et ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté. C'était un peu après mes 50 ans. Et je l'ai simplement arrêté parce que ce qui a pris le pas, c'est l'école de présence thérapeutique qui s'appelle aujourd'hui l'école de la posture juste avec Thierry Janssen, où pendant 3 ans, on travaille vraiment la présence à soi. Et ce qui fait que, fort de ce bagage-là aussi, de ces 25 années, alors peut-être pas toutes les semaines tout le temps, mais j'ai très très peu arrêté. Il y a eu un suivi au moins 1 à 2 fois par mois. Et je n'ai plus besoin
de travailler ces éléments-là. Je vous reparle aussi de différents types de thérapies, parce que pour moi, ça a fait partie du chemin. C'est-à-dire que les premières années de thérapie étaient beaucoup axées sur le verbal, où j'avais besoin d'exprimer, j'ai eu en face de moi des thérapeutes, des psys, et même un psychiatre, qui m'ont, alors pas tous de la même manière, mais qui m'ont reflété certaines choses, qui ont reformulé, qui m'ont écouté, une bonne partie avec qui je ne me suis pas sentie jugée. Alors, en fonction du chemin également de l'autre côté, il y a quand même des psys ou des thérapeutes qui jugent. Et voilà, à un moment ou un autre, ça a fait aussi partie de mon chemin. Et puis je me suis rendu compte aussi que j'étais plus attirée par un type de thérapeute. Mais une fois de plus, ça fait partie de l'apprentissage. Hein, donc il y a rien qui était bon, pas bon, mauvais. C'est juste mon chemin et chaque étape m'a permis d'apprendre quelque chose. Là où il y a eu encore un gros morceau, c'est donc j'ai fait ces années de thérapie, puis je me suis remise en couple avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfants et à peu près à la même époque, j'ai ouvert un magasin de décoration de cadeaux. Donc j'ai quitté un métier que j'aimais beaucoup, mais j'avais fait le tour, hein, et je me suis installée à mon propre compte. Et là, il y a le vide qui s'est réinvité. Alors, pour plusieurs raisons, pas de plus, j'en reparlerai à un moment ou un autre, mais pour moi, le travail sur la maternité a été un chemin très douloureux, vraiment, mais avec lequel je suis tout à fait en paix aujourd'hui, même si je n'ai pas d'enfant. J'en reparlerai dans un autre podcast probablement et à un autre moment, mais quand j'en parle à certaines femmes, de femmes et même parfois des hommes de manière plus intime, chaque fois je vois combien ça fait du bien. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse là, enfin grande pour moi, mais petite pour le moment. Et donc je me suis retrouvée à la fois en questionnement par rapport à cette maternité, à la tête d'une entreprise, un magasin qui ne me correspondait pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, seule face à mes démons, avec beaucoup d'anxiété qui a ressurgi, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité chez moi, et donc j'étais jamais sûre de boucler mes fins de mois. Et donc ça a réveillé pas mal de choses, cette expérience, et le manque de sens, si je peux dire, par rapport à ce que je faisais, fait que 33 ans, j'ai fait mon premier burn-out. Enfin, le burn-out. C'est vraiment... Alors, on n'a pas mis ces mots-là à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, hein, ça remonte déjà un moment, quoi, mais mon médecin parlait d'épuisement professionnel. Et donc, c'est quand même amusant parce que cette période où j'ai été également accompagnée par plusieurs personnes, alors une à la fois, hein. Moi perso, j'ai souvent fait le choix de ne pas mélanger les thérapies, d'avoir toujours mon axe, mais il arrive un moment, on a fait le tour avec quelqu'un, on a besoin d'aller ailleurs, même si de temps en temps je faisais un petit truc en plus ou l'autre. Ce qui a été très salvateur dans cette période, c'est le fait que je découvre et que j'accepte et que j'accueille le fait que le magasin était probablement, entre guillemets, une erreur de casting, même si j'ai énormément appris, et que c'était pas ça, ce qui était juste pour moi au niveau professionnel. Ça quand même ce qui a fait le pont avec, à l'époque, le Feng Shui. Je vous rappelle, j'avais un magasin de déco, et le Feng Shui, c'est vraiment l'harmonisation de l'espace, hein, au niveau énergétique, et ça me correspondait super bien. Et dans ma recherche, dans ma quête d'aller mieux, d'épanouissement, d'alignement, j'ai découvert le Feng Shui. Ça a été une vraie histoire d'amour à l'époque. Je me suis formée, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait chez moi, et puis après, je me suis formée professionnellement pour pouvoir donner des consultations, ce que j'ai fait. J'ai eu des tas de clients qui venaient pour ça. J'ai donné des consultations et ça a été le grand début de l'histoire avec le côté relation d'aide, parce que je me suis rendu compte que moi, écouter, accompagner l'humain, c'était clairement ce qui me plaisait. Et donc, il s'en est suivi une reconversion. Alors, pas toujours simple, hein, mais je suis sortie de ma zone de confort. J'ai arrêté mon magasin, j'ai repris une pause professionnelle, ou pris une pause professionnelle, j'ai reconstruit mon projet professionnel. À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un entre-temps.
Et puis je me suis relancée dans le début de ce que je fais maintenant, je dirais. Donc en tant que coach, je m'étais formée au coaching entre-temps, et en tant que formatrice en entreprise. C'est amusant d'ailleurs parce que je me suis spécialisée en intelligence émotionnelle, donc il y a déjà quelque chose qui était là en fait. Et donc cette période de nouveau a été très chouette, mais en même temps, de nouveau, de l'insécurité, d'autant plus, et j'en parle, je pense que je vais reparler des relations de couple. Enfin, moi, chez moi, en tout cas, il y a à la fois la relation de couple, mais aussi les relations de manière générale. Le couple est venu plus tard, évidemment, qui m'ont fait énormément travailler sur moi. Pas toujours simple, mais ça m'a vraiment permis de comprendre, et le couple plus en particulier, vraiment permis de comprendre en quoi je ne me respectais pas. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain en ce qui me concerne, hein, mais je dirais que j'ai attiré toute une série d'expériences qui ont pas forcément été simples, mais aujourd'hui je mesure combien c'est ce qui m'a fait avancer dans la vie, parce que j'ai pris le temps d'écouter ça, parce que j'ai pris le temps de prendre soin de ça, parce que j'ai été le travailler. Donc je me suis offert cet aspect-là des choses, hein, et je suis pas restée dans ma posture de victimisation. Donc où j'en suis dans mon histoire, ça va pas être un épisode court celui-là, hein, mais je sais jamais moi quand je commence, mais donc dans ma transformation il y a oui je redémarre, etc. Et peu de temps après mon démarrage d'activité, 6 mois à peu près, non peut-être pas 6 mois, c'était 8 mois, eh bien mon compagnon me quitte. Il me quitte et je reviens à l'aspect maternité à ce moment-là. J'ai 40 ans. Il me quitte un mois après mes 40 ans, et en me disant que, alors on savait que c'était déjà tard, mais moi j'avais encore un espoir de maternité à ce moment-là, tout ça en démarrant mon entreprise, donc c'était lourd, en n'ayant vraiment pas beaucoup de moyens à l'époque, et des parents qui avaient décidé qu'ils ne donnaient plus rien du tout parce que ça suffisait. Ils comprenaient pas en fait mes parents, je pense qu'ils étaient vraiment démunis, tout mon parcours pro qui avait pris pas mal de virages, et le fait qu'ils se rendaient eux compte aussi qu'ils seraient pas grands-parents, donc c'était compliqué pour eux également. Donc il y a eu tout un parcours à ce moment-là, hein, il y a eu toutes des prises de conscience, et donc je me retrouve de nouveau dans cette solitude, et dans ce besoin de travailler pour pouvoir gagner ma vie, hein. Alors, c'est une expression, mais la vie je l'avais déjà, mais très très insécurisant pour moi. Et de nouveau un tour de thérapie et un travail assez profond, avec des rebondissements au niveau professionnel, parce que paradoxalement en fait c'est le même schéma que ce qui s'est passé au moment de mon divorce, hein. Je me suis donnée à fond dans le professionnel, j'ai été très soutenue, et boum, ma société a vraiment démarré, avec un deuil à faire entre-temps. Et donc pendant plusieurs années, je travaillais en tant que coach en entreprise, et en tant que formatrice. C'est les premières années super chouettes, etc. Toujours avec ce petit travail de fond. Et puis accident de voiture, peu de temps après la découverte de mon haut potentiel. Je découvre mon potentiel à 45 ans, début d'année, et la même année, fin d'année, en décembre, accident de voiture, choc frontal, voiture en sens interdit, je casse, je casse pas, le pare-brise de ma voiture est fêlé dû au choc avec ma tête. Donc vous voyez quand même la violence du choc, hein, j'ai des bleus partout les jours qui suivent, etc. Et je recommence à travailler. Ça c'est le samedi, le lundi je suis au travail. Je dis juste, c'était une entreprise où je donnais cours, et heureusement mon ostéo était pas très loin de cette entreprise-là, et donc j'aurais juste dit je vais pendant l'heure de midi, si je suis en retard, voilà comment c'était l'exercice. Donc vous voyez dans quoi j'étais, hein, absolument pas à l'écoute de ce qui s'était passé. Par contre, alors pas à l'écoute corporellement de ce qui s'était passé, mais par contre très très au clair avec cette conscience, quand je suis sortie de cette voiture, de me dire, mais la vie, elle est en train de me montrer quelque chose. Ça aurait pu être mon dernier moment. Et je savais qu'il y avait une grande transformation. Donc je reparle pas de la découverte de la douance, parce que j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres épisodes, et si je veux pas faire un épisode qui fait 2 heures, je vais très rapidement, mais j'étais encore dans cet état de
découverte, encore un peu d'euphorie, de waouh, je suis concernée par le haut potentiel, j'étais dans une relecture de ma vie, je me rendais compte de ce qui me correspondait moins, aussi bien professionnellement que amicalement moins à l'époque, ça s'est fait un peu plus tard, amoureusement, très certainement aussi, ça m'a donné des explications, ce qui s'était passé dans ma famille, j'ai relu mon histoire de vie, enfin, il y a vraiment eu plein de choses alentour de ça. Donc, période vraiment très particulière et loin d'être anodine. Et puis, ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, 4 mois plus tard exactement, c'est qu'il y a eu un deuxième accident de voiture, comme quoi la vie avait bien vu que j'avais pas pigé. Hein. Deuxième accident de voiture, mais alors un truc tout bête. Hein. Le pare-choc arrière a été à peine effleuré. Pouf. J'ai mieux compris ce que ça voulait dire le stress post-traumatique parce que tout a été réactivé et là j'ai plus rien pu faire. Et donc je me suis arrêtée pendant un moment donné. Je me suis arrêtée, j'ai perdu des tas de contrats hein, puisque je suis indépendante, donc voilà. Et cette nouvelle claque, cette nouvelle rupture de vie, aujourd'hui, je peux dire qu'elle a été vraiment très très précieuse parce qu'elle m'a permis de retravailler toute une série de choses, de décider ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Comme de toute façon, j'avais perdu une série de clients et que j'avais déjà décidé de m'éloigner d'une série d'autres suite à mon accident, ça a fait un gros nettoyage, un gros nettoyage. C'est d'ailleurs suite à ça que je me suis repositionnée sur le créneau du haut potentiel. Et que j'ai émis l'intention de travailler plus avec les particuliers parce que c'est toujours ce que j'avais eu envie de faire. Et donc c'est aussi l'époque. Alors l'époque à laquelle ça c'est vraiment suite à la découverte de mon potentiel. Moi j'ai décidé de reprendre des études en psychothérapie parce que à 18 ans quand je suis partie aux États-Unis, je vous ai pas dit un peu plus tôt, mais j'avais dit à mon père, moi quand je rentre, à mon père, à mes parents, à plein de gens, je veux faire des études de psycho. Et c'est les seules études que mes parents ne voulaient pas que je fasse. Pour toute une série de raisons qui appartiennent à ma famille. Et donc, à l'époque, j'étais une petite fille sage, hein, donc j'ai écouté. Et j'ai fait autre chose, comme je disais tout à l'heure, un graduat en assurance qui n'a pas tenu avant de rebondir. Et donc, ça a été une des premières autorisations que je me suis accordée suite à la découverte de mon haut potentiel. Donc, à cette époque-là, c'est de m'inscrire dans une école de psychothérapie. J'ai pas eu envie de le faire à l'UNIF pour redevenir psy. Moi, j'ai vraiment été chercher quelque chose qui me parlait plus à l'époque, hein, une formation en psychothérapie à Bruxelles. Et j'ai commencé mon cursus. Et dans ce cursus, on vous demandait de travailler de façon intense, même si j'étais suivie en thérapie depuis longtemps. C'était 2 ou 3 séances par mois, voire même toutes les semaines, je sais plus, mais c'était beaucoup plus intense que ce que j'avais vécu. Et ça, c'est tombé au bon moment parce que le fait que je me retrouve dans cet état de stress post-traumatique, vraiment comme au milieu de nulle part, c'était trop à gérer pour moi, je remettais tout en question, tout, beaucoup de choses en question, et ça m'a permis vraiment de retravailler en profondeur. Et cette fois, et c'est là où je veux en venir aussi, je vous ai parlé de thérapie qui était au début plus dans le verbal, dans l'écoute, etc. Par la suite, j'avais travaillé un peu d'hypnose, donc on était déjà un petit peu dans l'inconscient, dans le corps, mais c'était quand même assez souvent quelque chose de l'ordre du parler, hein, de l'échange. Et pendant ma formation en psychothérapie, là, j'ai vraiment plongé dans tout ce qui était en lien avec le corps. J'avais déjà une expérience de nettoyage traumatique en EMDR, et ça a été vraiment pour moi ce qui a fait le gros changement. Alors j'avais déjà une bonne base qui avait été nettoyée, stabilisée si je peux dire, mais le côté vraiment technique, énergétique, en lien avec le corps, j'ai vraiment vu la différence. Et c'est ce qu'il me fallait à l'époque. Okay. Et probablement que si on avait commencé trop tôt, ça ne m'aurait pas convenu, mais ça a vraiment été très très salvateur pour moi. Avec des prises de conscience, hein, c'est que j'ai beaucoup d'attentes, qu'elles sont pas réalistes, et que si je continue à avoir des attentes comme ça, je serai jamais satisfaite. Donc gros travail là-dessus. Que mes expériences de vie m'ont montré le chemin, c'est le chemin de la sagesse. Et j'ai vraiment conscientisé que même si les choses ne se faisaient pas comme je le pensais, même si j'essayais de sécuriser, etc. En fait, la vie vous montre toujours le chemin. Et quand vous ne l'empruntez pas, elle vous montre aussi, elle vous met des blocages. En tout cas, c'est ma croyance. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment conscientisé ça. Le rapport à la souffrance a changé aussi parce que je me suis vraiment rendu compte que à force de vouloir éviter la souffrance, je finissais par passer à côté de ma vie.
que je faisais tout pour contenir les choses, pour ne pas souffrir, mais qu'en réalité, je finissais quand même par souffrir à un moment ou à un autre, ok? Donc, j'ai appris à accueillir la souffrance autrement et à me laisser traverser. Et j'ai constaté que, en étant dans cette présence-là, en accueillant ce qui vient, y compris ce qui est souffrant, sans résistance, eh bien, c'est nettement moins souffrant, justement. Donc aujourd'hui, là, présentement, il se passe pas mal de choses dans ma vie qui sont assez complexes. Et il y a des grosses casseroles, des grosses valises là que j'ai bien cachées, qui sont en train de remonter. Ça allait arriver un jour. Jusqu'aujourd'hui, je me dis ok, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, c'est même pas la peine de résister. Je dis pas que c'est agréable, mais j'y vais parce que plus vite je vais y aller. Enfin vite, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au moins je vais y mettre de la résistance. Au plus je vais me laisser traverser, au plus je vais retrouver de la sérénité jusqu'à un prochain cycle, bien entendu. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à conscientiser ça. Et donc la résistance est vraiment quelque chose auquel je suis attentive aujourd'hui, que j'observe. Alors la quête de perfection aussi, dans le fait que je ne suis jamais assez, que je me compare, c'est aussi quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience à l'époque et que j'ai travaillé, ok. Parce que je me suis comparée évidemment aux meilleurs, comme on fait tous. Donc le syndrome de l'imposteur a été travaillé particulièrement à ce moment-là. Et j'ai vraiment, vraiment commencé à accueillir mon corps comme un allié. Et le fait que mes émotions me montrent le chemin, même si j'ai peur de surréagir. Vraiment important. Et j'ai aussi constaté et observé et repéré et donc pu identifier les moments dans lesquels je ne me sentais pas jugée et qu'il y a des tas de personnes sur Terre qui peuvent ne pas vous juger et vous écouter vraiment. Je ne dis pas que tout le monde sait le faire. Je pense qu'on a tous la capacité de développer cette compétence-là. Mais j'ai vraiment, depuis ce moment-là, été attentive à m'entourer de ce type de personnes. Parce que je n'ai pas envie de, voilà, après si c'est dans une soirée ou à un moment ou un autre, des gens qui jugent, ça leur appartient, et puis je peux pas éviter tout le monde, mais en tout cas, dans mon entourage proche, c'est vraiment important pour moi. Et je suis excessivement vigilante à ça. Et ça existe pour les personnes qui disent ouais, mais c'est compliqué à trouver. Non. Je pense que ça s'apprend d'abord à l'intérieur. Je crois que je peux repérer les personnes qui ne jugent pas parce que j'ai moi-même appris à, à développer cette posture-là. Alors c'est rien de binaire, on est tous des humains, moi aussi je juge encore, mais j'ai appris à d'abord m'ouvrir le cœur à moi et puis ouvrir le cœur à l'autre et donc à observer sans juger. Et puis il y a des coups, comme tout le monde, je surréagis aussi, il y a des trucs où ça m'agace, mais en général ça parle pas de l'autre, ça parle de moi, et donc je juge pas l'autre, je juge quelque chose que je n'accepte pas chez moi et que je vois chez l'autre. Et ça c'est vraiment important. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de vous témoigner ces aspects-là des choses. Il y a eu cette partie où j'ai beaucoup travaillé. Ça a continué, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le chemin dans l'école de présence thérapeutique, où j'ai vraiment développé ma présence, la capacité à observer. Ça a été 3 années bien costaudes aussi. Et j'ai souvent dit que je terminais ma 3e année au moment où le confinement a démarré, au moment du Covid. Et je pense que si j'avais pas fait cette école, je sais pas dans quel état d'angoisse j'aurais été. Je dis pas que j'ai pas été angoissée à ce moment-là, comme beaucoup de personnes. J'ai observé qu'il y avait les choses que je faisais, que oh tiens, ça c'est bizarre. Comme acheter une tonne de courses la première fois que j'ai été faire mes courses, mais je l'ai observé et j'en ai ri, ce que j'étais pas capable de faire avant. Mais je l'ai fait quand même. Quand même besoin de me rassurer, ok. Mon propos ici pour terminer, c'est vraiment de vous dire que plus je me suis ouverte à ma vulnérabilité, donc ma graine de courage, c'est-à-dire de montrer les facettes de moi, complètement imparfaite, et je continue à le faire de plus en plus, et de vous parler de sujets qui sont parfois pas simples pour moi. La maternité aujourd'hui, il y a le deuil, tout ce qui est de l'ordre du lien amoureux, c'est compliqué pour moi d'en parler, mais je le fais. Je pense que ça va parler à toute une série de personnes. Le côté relationnel n'a pas toujours été simple, même si je l'ai vraiment travaillé, et je sais que vous êtes beaucoup également à entendre ça. Mais c'est vraiment important pour moi d'être de plus en plus authentique avec vous et dans cette authenticité,
de me rendre compte aussi, moi de mon côté, tout le chemin que j'ai pu faire, parce que ça n'est pas dangereux d'être authentique. Si je vous parle de ça aujourd'hui, même si ce sont des sujets qui sont complexes pour moi, qui sont encore à travailler pour certains, qui viennent parfois toucher des moments qui ont été douloureux, ça me permet de me connecter à ma sécurité intérieure et de me dire que c'est ok de montrer ça et probablement d'inspirer toute une série de personnes. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi. Que vous dire avec tout ce chemin-là, quand j'ai découvert mon potentiel, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses, de donner du sens. Pourquoi j'ai vécu un sentiment de décalage profond jusque-là? Pourquoi je me sentais pas à ma place à plein d'endroits? Qu'il existe aussi une communauté atypique, mais qui a sa place dans le monde et que on peut s'autoriser à en faire partie et qu'on peut faire une vraie différence. Que je ne suis pas le problème, que l'autre n'est pas le problème, que chacun a sa place et son histoire, mais que par contre, ce sont nos blessures, quand elles sont réactivées, qui viennent interagir dans la relation. Et en bref, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'on a chacun notre histoire de vie, qu'elle peut être teintée d'incompréhension, qu'elle peut être teintée de plein de choses, mais c'est quand on est dans l'acceptation de qui on est profondément, qu'on peut dépasser une série de difficultés. Et que toute une série de mes difficultés, justement, ont été vécues non pas parce que j'étais au potentiel, non pas parce que je suis connectée à l'hypersensibilité, mais parce que il y a cette histoire de vie, il y a ces blessures, il y a ce chemin qui était en cours et qui est pas fini et qui sera jamais fini. C'est le travail de toute une vie et qui me permet de constater que le haut potentiel n'est qu'un des éléments de toutes ces pièces qui fait que effectivement on apprend à mieux connaître notre mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement il est spécifique mais que ça n'est pas la seule et unique raison qui fait de nous un être qui est en souffrance, qui ne se sent pas compris. Il y a toute une série d'autres choses que j'ai essayé. Vraiment, j'étais dans un témoignage très 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 intime. Je pense que je n'avais jamais été aussi loin et que ça me procure de la joie quand je vous en parle parce que je dis waouh, tu le fais et c'est ok. Avant, je serais probablement restée pendant plusieurs heures, voire jours, en me disant est-ce que j'envoie l'audio ou pas. Là, je le fais. Voilà, peut-être des choses qui vont marquer plus que d'autres, etc. Mais je suis ok avec ça aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis une fois de plus, il y a cette capacité de résilience qui a été développée grâce aux personnes dont je me suis entourée, que j'ai été chercher, que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin. Ma haute sensibilité m'a probablement aidé à ça aussi. D'ailleurs, la résilience est un sujet que l'on aborde dans le congrès d'Ouance. Je vous rappelle que le 7e congrès d'Ouance vous aide aussi à avancer sur votre chemin, parce qu'on a des personnes qui témoignent, peut-être pas exactement comme je l'ai fait maintenant, peut-être pas aussi loin, mais il y a de ça aussi. Qu'il y a des professionnels qui viennent et qui vous donnent toute une série de clés, qui vous donnent des explications. Et la résilience va être un sujet avec Florence Bernard. Florence que je connais bien, qui connaît mon histoire un petit peu plus intimement, puisque on a fait un parcours de psychothérapie ensemble à l'école de psychothérapie. On a étudié la psychothérapie ensemble. Elle a été beaucoup plus loin que moi dans ces aspects-là des choses, dans le développement de son activité, ses compétences, etc. Mais elle nous a préparé une très 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 belle interview sur la résilience. Je suis sûre que vous allez beaucoup apprécier. Donc je vous rappelle, le congrès a lieu du 3 au 11 octobre 2022. Il est gratuit, il suffit de vous inscrire et vous pouvez déjà le faire, déjà vous mettre sur cette liste d'inscription en composant www.congrès-douance.com et vous le retrouvez dans la description. Congrès-douance.com, c'est du 3 au 11 octobre, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire et vous aurez accès à toutes les conférences sur les différentes thématiques en lien avec le haut potentiel, la haute sensibilité et quelles sont les clés que vous pouvez obtenir pour pouvoir avancer sur ce sujet-là et vous épanouir comme j'ai pu le faire.
À bientôt.